Les ministres de la Santé des pays de la CEDEAO se sont retrouvés une nouvelle fois hier au Ghana pour discuter d'une stratégie commune de lutte contre le virus Ebola. Les experts ont évalué la mise en œuvre des mesures de prévention contre la maladie. Ce vendredi 29 août est célébrée la journée mondiale contre les essais nucléaires. Il s'agit de faire prendre conscience à chacun des dégâts occasionnés par les essais nucléaires. La résolution de l'ONU vise à sensibiliser à la nécessité d'interdire les essais d'armes nucléaires dans le monde. 43 casques bleus de l'ONU sont détenus depuis par un groupe armé sur le plateau du Golan. Les États-Unis accusent la branche syrienne d'Al-Qaïda, le front Al-Nosra, d'être responsable avec d'autres groupes armés de cette détention. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Le nombre de cas augmente. Plus de 1500 décès dus au virus Ebola. C'est le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut donc agir vite pour enrayer la progression de la pandémie. Les ministres de la Santé des pays de la CEDEAO se sont donc retrouvés une nouvelle fois hier au Ghana pour discuter d'une stratégie commune de lutte contre la maladie. Les experts ont évalué la mise en œuvre des mesures de prévention contre le virus. Réunis au Ghana jeudi, les ministres de la Santé des 15 pays d'Afrique de l'Ouest ont annoncé une harmonisation de leurs actions pour contenir l'épidémie d'Ebola. Quand il y a des situations de crise, des situations politiques dans l'un des pays, nous nous mobilisons pour envoyer une armée pour aller éteindre le feu. Eh bien, nous pouvons considérer que nous sommes en guerre contre Ebola. Maintenant, tout le monde se rend compte que quand la maison du voisin brûle, ce n'est pas la peine de fermer sa porte. Car en faisant cela, vous ne voyez pas que le vent change de direction et que vous vous retrouvez au milieu même de l'incendie. Raison pour laquelle une mobilisation financière forte et coordonnée est annoncée pour les pays déjà affectés comme pour ceux qui ne le sont pas encore, pour mettre en place les cordons sanitaires, acheter le matériel de mise en quarantaine, en essayant d'éviter les effets pervers de ces dispositifs qui peuvent isoler les malades et couper des régions entières du reste du monde. Des restrictions excessives sur les voyages et les fermetures de frontières vont affecter très négativement l'économie de notre sous-région. La fièvre hémorragique Ebola touche désormais 4 pays, a déjà fait plus de 1500 morts. Elle pourrait contaminer 20 000 personnes, selon l'OMS, des chiffres qui donnent la mesure du défi en cours. Et le virus Ebola progresse. Après la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, le Nigeria, c'est au tour du Sénégal d'être touché par le virus Ebola. Il s'agit d'un jeune étudiant revenu de la Guinée qui a été donc contracté. Il a été placé en quarantaine. La Côte d'Ivoire, elle, n'est pas touchée par le virus Ebola, mais le pays a pris une série de mesures pour empêcher la survenue de l'épidémie sur son sol. Les populations sont invitées notamment à ne pas consommer de la viande de brousse ni à la manipuler. Les populations qui respectent cette mesure ont changé leurs habitudes alimentaires. Plus de viande de brousse donc dans les assiettes des ménages. On consomme désormais le poisson, le poulet ou la viande de bœuf. Mais qu'en est-il du prix sur les marchés? Nos reporters ont fait le constat. Le commentaire est signé Herman Niamien. Une des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le virus d'Ebola en Côte d'Ivoire, l'interdiction de la consommation de la viande de brousse. Cette mesure a fait changer quelque peu les habitudes culinaires des Ivoiriens. Sur les marchés, l'on constate une ruée vers la viande de bœuf et les poissons. On a dit que la viande de brousse rend malade maintenant, il y a Ebola qui est là. Donc nous préférons payer la viande de bœuf. Depuis l'arrivée de cette maladie nommée Ebola, bon, j'ai cessé de manger la viande de brousse. Maintenant, je me tourne vers le poisson, la viande du bœuf et puis le poulet. Maintenant, on consomme du poisson et du poulet, mais la viande de brousse ne fait pas partie de notre menu. La mesure n'a pas d'incidence sur le prix de la viande de bœuf et du poisson. Mais les commerçants disent se frotter les mains. Ils soulignent que la clientèle a augmenté. Avant, là, il va au mettre 30 kilos, maintenant il vend 60. Là, c'est plus que c'est augmenté encore quoi. Tous les clients disent non, il y a boya.
il y a quelqu'un qui vient. Et Dieu qui fait tout. Mais regarde Dieu, il y a les gens qui viennent payer, tu vois. L'Organisation mondiale de la santé OMS dénomme 3069 cas d'Ebola, dont plus de 1500 décès dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, le gouvernement est au front pour éviter l'entrée de cette maladie sur le territoire. Et l'UGTCI apporte sa contribution dans la lutte contre l'épidémie de fièvre Ebola. L'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire vient d'organiser une rencontre d'échange et d'information avec ses membres. L'Union invite chacun à respecter les mesures de prévention pour éviter la maladie, notamment se laver régulièrement les mains, éviter de faire des accolades. Le reportage d'Éric Ogoré est commenté par Herman Niamien. Paru pour la première fois en 1976 en République démocratique du Congo et plus tard en mars 2014 en Guinée, la fièvre hémorragique Ebola est une maladie virale qui n'a pas encore de remède. Pour appuyer l'État dans la sensibilisation contre cette épidémie, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire organise une rencontre d'information. L'obligation pour nous, c'est de relayer toutes les préconisations qui ont été faites par le gouvernement, simplement parce que nous avons à notre sein des travailleurs et qui sont dans tous les secteurs d'activité. Donc nous sommes dans la grande prévention. Les participants ont été édifiés par les enseignements donnés par la représentante du ministère de la Santé à travers des projections et des questions-réponses. Si on a l'Ebola, il y aura des fermetures d'entreprises, il va y avoir plein de conséquences. Ça veut dire qu'il y aura encore la pauvreté. Et nous, travailleurs, il faut qu'on évite d'être encore pauvres, faire en sorte que nos camarades ne puissent pas être atteints. Et nous allons recommander cela au niveau des entreprises, que ces mesures-là puissent être appliquées effectivement. D'autres actions sont prévues par l'UGTCI pour sensibiliser les populations sur cette pandémie à l'intérieur du pays. Et voilà tout ce qu'il fallait retenir des chapitres consacrés à la lutte contre le virus Ebola. Il a contribué à la reconstruction de l'armée ivoirienne. Aujourd'hui, il est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Il s'agit du général de brigade Claude Regla, conseiller à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Il vient d'être distingué par l'État ivoirien pour les services rendus. Le témoignage est signé Abou Sanogo. Après plus de 3 années au service de la Côte d'Ivoire, le général de brigade Claude Regla, conseiller à la présidence de la République, est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Avant son départ, Claude Regla est élevé au rang d'officier de l'ordre national par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Je pense que le général Regla n'en peut partir satisfait, heureux d'avoir accompli la tâche, mais aussi d'avoir laissé ici d'officiers valeureux ivoiriens qui ont pris des responsabilités au sein de notre armée. Selon le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, le général Regla est un partenaire et un travailleur acharné. C'est pour la Côte d'Ivoire une fierté et un honneur de t'avoir eu pendant toutes ces années. Tu as apporté ton capital d'expérience à l'élaboration d'importantes réformes qui ouvrent une perspective radieuse à une sécurité présidentielle émergente. Très touché par cette marque de reconnaissance et de considération, le récipiendaire a salué la Côte d'Ivoire pour l'honneur à lui rendu. Je pars pas toujours satisfait, parce qu'on part toujours avec un petit sentiment d'inachevé, évidemment. Mais je pars serein. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue les grandes ambitions, les grandes orientations. Et l'objectif sera de remettre la Côte d'Ivoire dans le paysage régional à la place qui est la sienne, dans le concert des nations, et vous vous y êtes attaché. Le général des brigades Claude Regla a contribué à la reconstruction de l'armée ivoirienne après la crise post-électorale. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire se sont entraînées avec l'opération Licorne. Il s'agit d'un exercice militaire au profit de 48 soldats du 2e bataillon d'infanterie de Daloa. L'entraînement s'est déroulé à Lomo Nord, dans le département de Toumoudi. On retrouve notre reporter Abou Sanogo. Reconnaissance d'axes et de localités, réaction à une embuscade, secourisme de combat, instructions sur le tir de combat. Tels ont été les thèmes au menu de cette semaine de formation où les militaires ivoiriens ont démontré leur aptitude à assimiler dans des conditions extrêmes de combat. Il s'est agi pour les militaires ivoiriens de développer les actes réflexes au combat pour le soldat et l'exercice au commandement pour les cadres de l'infanterie. Un exercice qui a été soutenu par la visite effectuée par le colonel Paul Sanzey, commandant la force Licorne, au personnel déployé sur la zone d'entraînement et qui fait la fierté de l'armée ivoirienne d'apprendre aux côtés de la France. À en croire les dires du sous-lieutenant Kwame Boris du 2e bataillon d'infanterie de Daloa.
Vraiment, on a appris beaucoup de choses. Au fil de l'expérience que nos amis de la LICON ont, qui nous transmettent voilà, à tous les niveaux, dans les différents cadres, depuis le chef d'équipe jusqu'au chef de section. Arrivé au bataillon, on va transmettre le savoir aux autres. Il est à noter que sous l'impulsion de la coopération militaire ivoiro-française, les forces républicaines de Côte d'Ivoire sont en train de monter en puissance dans la consolidation des acquis et devenir une armée forte. Près de 2000 essais nucléaires ont été effectués dans le monde depuis 1945 avec pour conséquence l'augmentation de la radioactivité. Eh bien, pour y faire face, une journée mondiale contre les essais nucléaires est instaurée. Il s'agit de faire prendre conscience à chacun des dégâts occasionnés par les essais nucléaires. La résolution de l'ONU est de sensibiliser à la nécessité d'interdire les essais d'armes nucléaires. Kadé Ouattara, Aïssa Tadia, Léon Brou nous explique. L'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord, en plus des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, détiennent l'arme nucléaire. Depuis 1945, année marquant le premier essai nucléaire, la course aux armements a provoqué 2000 essais, dont 1800 attribués aux États-Unis d'Amérique et à l'ex-Union soviétique. Au départ, détenir ces armes était un signe de puissance scientifique et militaire. Mais avec le recul et l'expérience, les conséquences ont été tragiques. Des milliers de personnes à travers le monde souffrent toujours des affres dus à ces essais. Ces incidents justifient l'instauration d'une journée internationale contre les essais nucléaires et l'existence d'un traité d'interdiction de ces essais. Un traité qui a pour but d'être une barrière au développement des armes nucléaires. Nombre d'actions dans bien des pays, tant au niveau des gouvernements que de la société civile, ont contribué à faire progresser la cause de l'interdiction de ces essais nucléaires. En Côte d'Ivoire, par exemple, un atelier de validation du plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire pour le pays s'est tenu du 19 au 21 août dernier. Un plan a été adopté, il identifie les actions à mettre en œuvre et les échéances afin de parvenir à un système national de sécurité nucléaire plus conforme aux normes et exigences internationales. Il sera bientôt soumis au gouvernement pour approbation. Avec des pas comme celui-ci, certainement qu'on en finira avec les essais nucléaires. Et c'était le commentaire d'Hamza Diaby. L'Office national de la protection civile apporte son soutien aux sinistrés des pluies diluviennes du Grand Laou, Fresco et San Pedro. L'ONPC, en tournée dans ces localités, a fait des dons en vivres et non-vivres aux victimes. L'Office national de la protection civile a par ailleurs échangé avec les populations sur les risques civils à Boussanogo. Des dons en vivres et non-vivres aux victimes des pluies diluviennes dans les régions du Boclé et du Bassa-Sandra, de la part du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à travers l'Office national de la protection civile. À Grand Laou, le directeur général de l'ONPC, Kili Fiacre Fanyidi, a apporté le réconfort et la compassion du gouvernement aux populations sinistrées. Par ailleurs, il les a invités à quitter les zones à risque, exposant à des dangers mortels. Même message à Fresco, où les pluies diluviennes ont causé beaucoup de dégâts, surtout dans le village de Zegba. À San Pedro, dernière étape de la tournée, le directeur général de l'ONPC a témoigné sa solidarité et son réconfort aux sinistrés. Cette ville a enregistré plus de 512 familles sinistrées, composées de 3000 personnes. Pour ces populations sinistrées, ces dons viennent à point nommé. Je voudrais dire merci au président pour ces dons. Pour notre part, en tant que député, maire, nous avons prévu dans le cadre du conseil municipal, au titre du budget 2014, un programme de lotissement. Nous en sommes fiers. Au nom de tous les sinistrés, nous disons merci. Chargé de la gestion de toutes les catastrophes, l'ONPC exhorte les populations à quitter les zones à risque. À l'endroit de ceux de nos compatriotes qui sont encore récalcitrants, nous leur demandons de quitter les sites à risque. Le gouvernement responsable de la République de Côte d'Ivoire est toujours prêt à les assister, à apporter les secours. Mais il faut que chacun à son niveau fasse preuve d'un peu de discipline. Le gouvernement aussi réalise des infrastructures pour les protéger. À San Pedro, nous avons déjà des sites. Nous avons même les maisons témoins qui sont en train de sortir déjà. Et ça, ce serait vraiment, je crois, la solution idoine pour pouvoir parer à nos sinistrés. Une visite de la nouvelle caserne de sapeurs-pompiers civils de San Pedro a marqué la fin de cette tournée de sensibilisation contre les risques civils.
Une violente tornade s'est abattue au cours de cette semaine sur la ville de Mans. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bilan, 4 morts et de nombreux dégâts matériels. Les autorités municipales se sont rendues tout de suite sur les lieux du drame pour constater les dégâts et apporter leur soutien aux familles sinistrées. F. Boué, Léon Pro. Mans, quartier Grand Bapleu, un site de fabrication de charbon de bois. Ici, le bois utilisé pour nourrir des familles a pris la vie de 4 personnes, dont un bébé de 5 mois. Une tornade s'est en effet abattue sur la ville mardi dernier. Dans sa furie, la foudre fait tomber ce fromager. Il y a une femme qui est venue leur dire à quitter le coin, mais elles n'ont pas voulu. Il y a une qui était nourrice là. Elle dit qu'elle a oublié son biberon en bas des hangars. Donc c'est à son retour maintenant, le bois est venu tomber et puis ça l'a eu. Pratiquement, il y a eu 3 qui sont restés sur le coup et on a envoyé une à l'hôpital. Et c'est la personne qui est restée ce matin. Aussitôt informée du drame, une équipe du conseil municipal conduite par le maire de Mans s'est rendue sur les lieux. Objectif, constater les dégâts et apporter son réconfort aux familles éplorées. Depuis un certain temps, nous avons des soucis à Mans. Il y a de cela quelques jours, la rivière Caux est sortie de son lit, faisant d'importants dégâts matériels. Hier encore, nous avons eu une tornade qui est venue, qui a causé d'importants dégâts matériels dans la ville. Mais surtout, ce qui est déplorable, c'est qu'il y a eu des pertes en vie humaine. Cette solidarité, Mans en a effectivement besoin. En plus de ces morts, la ville s'est retrouvée défigurée après cette tornade. Inondation dans certains quartiers, une situation qui met à rude épreuve les services techniques de la mairie de Mans. Un autre sujet, la biodiversité maritime. La question préoccupe le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Le ministère vient d'organiser une rencontre avec les différents acteurs pour leur expliquer la notion d'aire marine protégée en vue de leur adhésion au projet, à savoir le projet de création d'aires marines protégées en Côte d'Ivoire. Les explications avec Grace Kanto. Le réseau ivoirien d'aires protégées, constitué de parcs et réserves naturelles, ne couvre pas le domaine marin. La surexploitation et la pollution des eaux mettent donc en danger les poissons et les plantes. Face à cette menace, un atelier national sur les aires marines protégées a été organisé par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Objectif, sensibiliser sur la préservation de la biodiversité marine. Les aires marines protégées d'abord sont créées pour plusieurs raisons. D'abord pour préserver la biodiversité d'une zone donnée. Par exemple, les poissons. On sent que dans cette zone, il y a des poissons rares ou bien les sites rares, uniques. Il faut préserver pour les générations futures. C'est un processus qui ne se décrète pas. Il est participatif et il doit être ouvert à toutes les parties prenantes. Le réseau ivoirien d'aires protégées est estimé à 2 millions d'hectares, soit 6,5% du territoire national. C'est pourquoi les populations ont marqué leur engagement à accompagner ce processus de création des aires marines protégées. Dès l'instant où il y a quelque chose qui s'ajoute, le côté socio-économique qui s'ajoute, ça intéresse le village. Ces villages-là sont appelés à se développer. On ne peut pas rester stationnaire. On est appelé à nous développer. Donc tout ce qui peut nous permettre d'avoir un plan de développement, ça nous intéresse. Au cours de cet atelier, plusieurs présentations ont permis aux participants intervenant dans ce domaine d'être formés sur le concept d'aires marines protégées ainsi que leur apport dans la gestion durable de l'environnement et des ressources halieutiques. Le chapitre politique de cette édition s'ouvre avec la rencontre des femmes du RDR. Les 18 et 19 octobre prochains aura lieu le 3e congrès ordinaire du Rassemblement des femmes républicaines. En prélude à cet événement, la direction du RFR a procédé au lancement du pagne des femmes républicaines. Élection 2015, femmes unies et rassemblées pour ados. C'est autour de ce thème que va se dérouler le 3e congrès ordinaire des femmes républicaines de Côte d'Ivoire. C'est le premier du genre depuis l'élection du président Alassane Ouattara à la tête du pays. Les femmes du parti veulent donc marquer cet événement par un uniforme. Le choix a été porté sur un pagne, présenté ce mardi par la présidente du comité d'organisation. Je sais que les femmes vont s'arracher ce pagne comme du petit pain, qu'elles seront vêtues aux couleurs de la nation ce jour-là.
Pour donner l'exemple, les personnalités présentes ont tout de suite acheté leur pagne. Le coût de ce pagne s'élève à 15 000 francs CFA la pièce. La présidente nationale du RFR a saisi cette occasion pour inviter les militantes à ne pas perdre de vue l'objectif premier de cette mobilisation, à savoir la réélection du président Alassane Ouattara dès le premier tour à la présidentielle de 2015. La direction du parti a décidé de faire un congrès simplement pour qu'on parte en rang serré pour les prochaines élections. Il faudrait que ce congrès soit pour nous une fête pour se remettre en ordre de bataille pour les réélections. Prévu les 18 et 19 octobre prochains, le 3e congrès du Rassemblement des femmes républicaines verra également l'élection d'une nouvelle présidente pour impulser une nouvelle dynamique aux actions des femmes au RDR. Le reportage de Laure Magnécé était commenté pour vous par Victorine Yaoyoboué. Un nouveau parti politique vient de voir le jour en Côte d'Ivoire. C'est la DLC, Démocratie pour la liberté et la cohésion. Le parti vient d'effectuer sa rentrée politique. Abou Sanogo pour nous témoigner. La démocratie pour la liberté et la cohésion, entendez DLC, est née pour apporter une vision nouvelle à la politique ivoirienne. Ces mots sont de Richard Blé Ouagny, président de cette formation politique. Ce parti, créé depuis 14 ans, se donne pour mission de promouvoir les valeurs de la non-violence pour une paix véritable. À la question de savoir si la DLC présentera un candidat à l'élection présidentielle de 2015, le président du parti est sans détour. Le parti n'aura pas de candidat, mais soutiendra l'émergence prônée par les autorités actuelles du pays. Pour mener une véritable politique d'émergence, il faut bien qu'il y ait la paix. Il faudrait que les Ivoiriens aient cette culture de s'asseoir autour d'une table pour donc penser les plaies de la patrie. Richard Blé Ouagny exhorte donc ses camarades à œuvrer pour l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire national. À présent, cette nouvelle qui réjouit déjà les usagers du transport en Côte d'Ivoire. En septembre prochain, de nouveaux centres de gestion intégrés du ministère des Transports seront ouverts à Abidjan. Ce centre vient donc compléter le centre principal de gestion intégrée. Le reportage de Francis Boifou. Avant mi-septembre, ce bâtiment R+1 à Angré 8e tranche dans la commune de Cocody va abriter le centre de gestion intégré des transports pour la production et la délivrance des titres de transport, notamment le permis de conduire et la carte grise. Quand il sera opérationnel, ce centre va recevoir par jour 1200 personnes avec 62 postes de travail et 2 guichets de banque. Aux 2 plateaux Les Vallons, toujours dans la commune de Cocody, un autre centre de gestion intégré du ministère des Transports devrait ouvrir bientôt. En début du mois de septembre, vous aurez donc 5 centres opérationnels au niveau d'Abidjan. Donc sur la première semaine, vous aurez le centre de la 8e tranche. Vous aurez le centre dédié aux entreprises et aux concessionnaires au niveau de 2 plateaux Vallons. Vous aurez le centre logé dans le siège de Sonatété au niveau donc de Trècheville. Donc par la suite, vous aurez Yopougon et Abobo. L'intérieur a démarré. Vous avez aujourd'hui Yamsokro, Boaké, Daloa, Man, Odjene qui sont fonctionnels actuellement. Vous aurez sur la première semaine de septembre Soubré, Gagnoa, San Pedro et Korogo qui seront également opérationnels. Et au plus tard, au 15 septembre, vous aurez Abengourou, Bondoukou et Aboasso. Les centres de gestion intégrés des transports sont créés par le gouvernement en vue de faciliter la gestion des titres de transport. Par exemple, 30 minutes suffisent désormais pour éditer et sécuriser le permis de conduire. L'unité de coordination des programmes emploi a obtenu de la Banque mondiale et du gouvernement français un appui financier pour soutenir la politique nationale de l'emploi en Côte d'Ivoire. Justement, des structures viennent de bénéficier d'équipements immobiliers de bureaux d'une valeur de 148 millions de francs CFA. Grâce Kando pour le reportage. Contrat de désendettement, développement, CDD. Un projet qui a pour objectif, entre autres, de soutenir la politique nationale de l'emploi. Les structures bénéficiaires de ce projet sont souvent confrontées à une insuffisance de matériel de travail dans la mise en œuvre de leurs activités. L'unité de coordination des programmes emploi, l'UCP Emploi, a décidé d'apporter son appui dans la résolution de ce déficit de matériel.
Soutenu par la Banque mondiale et le gouvernement français, l'UCP Emploi a remis aux structures bénéficiaires de ce projet des équipements et mobilier de bureau, montant du don 148 millions de francs CFA. L'initiative est encouragée et ça devrait même donner des idées aux autres partenaires pour venir nous accompagner. Et nous, en ce qui nous concerne, nous nous y attelons à trouver les solutions qui puissent donc satisfaire au maximum la jeunesse ivoirienne. La cérémonie d'aujourd'hui visait à officialiser donc la remise des équipements à l'AGEP, à l'AGEFOP, à la plateforme de services, mais aussi à la DGE et au SCAD pour que ces structures aient les capacités nécessaires pour une bonne prestation au bénéfice des jeunes. Les structures bénéficiaires sont reconnaissantes à l'UCP Emploi et aux partenaires pour ce geste. Ce matériel-là vient vraiment à point nommé pour donner des solutions, pour donner de la perspective opérationnelle à tous ces demandeurs d'emploi sur toute l'étendue du territoire national. Donc toutes les agences d'exécution sont donc très heureuses pour accueillir ces matériels et avancer sur le chemin de la construction des parcours professionnels des demandeurs d'emploi. Les structures chargées de la question de l'emploi en Côte d'Ivoire appellent les jeunes à visiter leurs locaux pour des informations sur l'emploi. Et dans le domaine agricole, le Centre national de recherche agronomique a lancé hier une étude nationale des sols. 800 échantillons de sols seront utilisés. L'objectif est d'adapter les engrais utilisés dans la production du cacao à la texture des sols. Explication avec Francis Poifo. En Côte d'Ivoire, le cacao génère plus de 30% des recettes d'exportation et participe à plus de 15% du produit intérieur brut PIB, avec une production d'environ 1,7 million de tonnes en 2013. Selon les responsables du Centre national de recherche agronomique CNRA, la production nationale de cacao peut augmenter si l'on trouve des solutions à ces contraintes. Pour faire face à la baisse de la fertilité des sols dans la cacaoculture, le CNRA vient de lancer le projet de cartographie des sols dans les zones de production cacaoyère. 800 échantillons de sols sont prélevés. Objectif, adapter à la texture des sols les différents types d'engrais utilisés par plus d'1 million de planteurs en vue d'augmenter leur production. Et cela a des avantages pour l'agriculture en général. Démarrée ce jeudi, l'étude des sols par le CNRA va durer 6 mois. Cette étude est financée par le Conseil Café Cacao et l'initiative développement durable du gouvernement hollandais à environ 173 millions de francs CFA. Hors de la Côte d'Ivoire, les 6 mouvements armés du nord du Mali présents à Ouagadougou, capitale burkinabé, sont enfin parvenus à la signature d'un protocole d'accord. L'accord a été arraché après 4 jours de discussions sur les questions relatives au statut politique et juridique de l'Azawad et le nord du Mali et la problématique de l'unité des mouvements. Les 6 groupes armés s'engagent à cesser toute hostilité entre eux et à parler d'une même voix au gouvernement lors de la rencontre prévue à Alger le 1er septembre. 43 casques bleus de l'ONU sont détenus depuis par un groupe armé sur le plateau du Golan. Ces casques bleus chargés de surveiller le cessez-le-feu entre Israël et la Syrie dans cette zone ont été capturés à la suite de violents combats entre l'armée syrienne et des groupes armés syriens d'opposition. 43 casques bleus fidjiens ont été enlevés par des hommes armés jeudi sur le plateau du Golan, à la frontière entre la Syrie et Israël. Sans préciser l'appartenance des ravisseurs, l'ONU condamne fermement cette prise d'otage. Les membres du Conseil de sécurité demandent la libération immédiate et inconditionnelle de tous les casques bleus détenus et appellent toutes les parties à coopérer de bonne foi avec la force des Nations Unies pour lui permettre d'opérer librement et d'assurer la sécurité de son personnel. Sur le plateau du Golan, côté Syrie, les combats font rage entre l'armée de Bachar el-Assad et les rebelles djihadistes. Les casques bleus, déployés sur ce territoire occupé par Israël depuis 47 ans, sont pris en tenaille. Plus de 80 soldats de la paix philippins sont encerclés dans la zone. Ces rebelles armés syriens ont avancé vers les positions des casques bleus philippins et leur ont demandé de rendre les armes. Nos casques bleus sont restés vigilants et n'ont pas accédé à leurs demandes. Il y a 2 jours, les islamistes de la branche syrienne d'Al-Qaïda
se sont déjà emparés de l'unique point de passage entre la Syrie et Israël, emprunté par les habitants de la région. Qui va payer le prix? Tous les habitants du Golan? Les djihadistes ne feront pas de différence entre nous. C'est une réalité. Le danger se rapproche de nous. Les islamistes syriens sont en train de faire déborder le conflit vers Israël. Jusqu'à présent, l'État hébreu avait soigneusement évité d'intervenir. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23 h, vous avez rendez-vous avec Maïsako. Ne décrochez pas parce que juste dans quelques instants, vous retrouverez Christelle Meleg avec Star Karaoke.